que les footballeurs sont quand même des personnalités publiques qui font office de représentation, notamment pour la communauté afro. C'est un problème que la grande majorité d'entre eux ne soient pas avec des personnes afro. Donc moi j'aimerais bien savoir s'il y a une... Enfin la question se pose quand même pour savoir s'il y a une raison qui justifierait ça. D'accord. Moi, personnellement, ça me laisse un peu dubitative, c'est vrai, hein, parce qu'on peut se poser la question pourquoi est-ce que, plus globalement, sans même parler que de l'équipe de France, mais pourquoi est-ce que l'homme noir, on va dire, quand il a réussi ou atteint un certain niveau, se retrouve subitement avec une femme blanche ou claire de peau. Après, est-ce que dans le cas de l'équipe de France, est-ce qu'il y a une vraie volonté derrière tout ça? Est-ce que ce sont des femmes qu'on leur présente? Est-ce qu'il y a une vraie directive qu'on leur donne de ne pas être avec une femme de leur communauté? Ou est-ce que c'est un choix personnel de leur part? Je n'en sais rien, mais oui, je le déplore. Je pense que ouais, c'est dommage. D'accord. Moi, j'y vois tout simplement deux choses. La première, c'est que ces personnes-là dont on parle sont des footballeurs. C'est-à-dire, la plupart ont été arrachés, c'est une image, mais la plupart ont été arrachés de leur famille à 12 ans pour être en centre de formation. Donc, on a là des personnes qui ont été élevées par leur famille jusqu'à l'âge de 10-12 ans. Et après, leur éducation a été complétée par des Occidentaux, par des Blancs, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, moi, je les vois un petit peu comme des personnes qui sont, on va dire, victimes de leur éducation, puisque ce sont des enfants qui sont des purs produits de l'assimilation. Et la deuxième chose, c'est que on me pose souvent cette question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pense de ces couples-là, à tel point que j'ai fini par appeler ça le syndrome du footballeur africain. Disons qu'il y a aussi une chose qui est assez particulière dans la communauté, dans notre communauté africaine, c'est que lorsqu'on est un homme noir avec une femme blanche ou d'une autre race, on va plus s'inquiéter pour une raison toute simple, c'est que dans la plupart des cultures africaines, on part du principe que c'est la femme qui élève, qui éduque les enfants. Donc, naturellement, il y a une crainte vis-à-vis de la communauté africaine de se dire que c'est des enfants qui sont perdus. Et de sa vie, un engagement, une cause. Je pense qu'on ne peut pas leur enlever cette dimension héroïque. Ils n'ont pas trahi. Ils n'ont pas cédé, ils ne sont pas entrés dans la compromission et les circonstances ont fait que ce sont définitivement des héros. Je ne veux pas clore le débat dès le départ, mais ce sont définitivement des héros. Pouvez-vous définir qu'est-ce que vous entendez par héros? Des héros, ce sont des personnes humaines, donc qui ont leurs qualités, leurs défauts, qui ont leur trajectoire et qui, dans des circonstances bien précises, font des choix qui relèvent justement leur personnalité et qui font de leur personnalité un exemple qui peut inspirer des générations et des générations de personnes. Et plus de 60 ans après son assassinat, Lumumba continue d'inspirer. Sankara, ce sera le cas jusque, je pense, pendant très 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 longtemps encore. Et il reste des références, des personnes auxquelles on se réfère, et ils sont inscrits dans un panthéon qui les situe dans l'histoire. Voilà. Moi, je dirais en fait, c'est qu'aujourd'hui, tout à l'heure, tu disais une chose qui était importante dans tes dires. Tu disais en fait, tu veux qu'on arrive, on va dire, à une renaissance. Une renaissance, peu importe laquelle, ne peut pas se faire en fait sans certains préalables. Un des premiers préalables, en fait, pour pouvoir avoir cette renaissance-là, pour acquérir cette renaissance, c'est qu'il faut d'abord, en fait, qu'on s'identifie pour savoir qui on est. Une fois qu'on sait qui on est, on a, en fait, établi les éléments qui nous permettent de savoir qui on est. À partir de là, en fait, on décide, en fait, d'emprunter une voie. C'est-à-dire que la voie, pour moi, en fait, c'est la voie de retour à ce que je suis. En sachant, en fait, que j'estime pour moi, en fait, que le retour, en fait, à savoir qui on est, c'est un élément en fait de plusieurs choses. Connaître son histoire, savoir qui on est, savoir où on se trouve et savoir où on doit aller. C'est-à-dire que ce ne serait pas une triptyque, mais ce sera, on va dire, au-delà. Et une fois qu'on a répondu en fait à tous ces éléments-là, à partir de là, en fait, on peut s'engager à faire ce qu'on doit faire pour nous. Mais dans l'optique en fait de renaître. Je repose ma question. Qu'est-ce que, à tes yeux, dans l'islam,
causerait ou serait un frein à la renaissance de notre communauté? Ce serait un frein à la renaissance pour moi en fait du peuple noir, c'est que on ne peut pas en fait penser à se définir en fonction en fait d'un autre peuple. Le problème c'est que quand tu parles par exemple de l'islam, beaucoup de choses en fait qui sont faites au niveau de la religion islamique viennent en fait de mœurs et de traditions autres aux traditions africaines. Parce que déjà, premièrement, quand tu dois, on va dire, devenir musulman, pour faire les prières, tu dois parler dans une langue qui est étrangère, en fait, à la base, aux langues africaines. Parce que tu dois parler en arabe. C'est-à-dire que moi, par exemple, qui viens de l'Afrique centrale, je viens du Congo particulièrement, tu me demandes, par exemple, d'invoquer, en fait, un dieu dans une langue, en fait, que mes ancêtres ne maîtrisaient pas. C'est une manière aussi, selon moi, hein, c'est une trahison, en fait, vis-à-vis des ancêtres. Parce qu'en vérité, c'est comme si je faisais... Le mot est fort. Si, ne t'inquiète pas, je vais en venir. Pourquoi est-ce que je parle de trahison? Pour moi, en fait, c'est comme si tu faisais preuve d'allégeance à quelqu'un d'autre. Je pense très sincèrement que le héros, femme ou homme, peut créer une institution qui va fonctionner indépendamment de lui. Je vais faire des parallèles, je sais que je vais faire grincer des dents, mais on prend exemple le groupe Bolloré. Quoi qu'on pense de la famille Bolloré, et un jour on leur dédicacera une émission, on prendra le temps de parler de ce qu'on peut leur reprocher, mais c'est un groupe, pour pas dire un empire. Ce qui fait que, indépendamment des personnes qui composent et qui vont siéger au sein de l'institution Bolloré, elle perdurera. Pareil pour les Rothschild. Donc nous devons avoir le souci de pérenniser des institutions fortes qui vont défendre nos intérêts, qui vont défendre notre cause et qui ne sont pas liées à la survie ou à la mort de personnes, d'hommes ou de femmes, qui malheureusement, une fois éteints, parce qu'il y a maladie ou parce qu'il y a assassinat ou parce qu'il y a retrait, on se retrouve orphelin et la machine s'arrête. Non. Comme on dit, show must go on. Donc ça veut dire que, indépendamment de la disparition de l'individu, ça doit continuer. C'est comme quand le roi mourait, le roi est mort, vive le roi, on continue. La royauté se perpétue. Donc je pense que nous, on a des carences là-dessus. On manque d'institutions fortes, on ne manque pas de héros ou d'héroïnes, parce qu'il y a des femmes aussi incroyables, il ne faut pas oublier qu'il y a des femmes, mais on manque d'institutions qui vont survivre au décès de ces derniers. Ma grand-mère espagnole venait tous les ans, quasiment, nous voir pendant 2 mois. Oui. Mais sans demander l'avis, hein, elle venait. Voilà. Elle venait voir son fils et elle était là le mois de juillet. Ou elle voulait surveiller sa belle-fille? Non, elle venait voir son fils, elle venait voir sa petite fille aussi, quand même. Et ma mère l'a très bien accepté parce que ma mère étant africaine, elle a donc ce côté de la maman, de mon mari, qui est comme ma mère finalement. Donc ça passait. Mais voilà, ça aurait pu ne pas lui plaire, elle aurait pu ne pas apprécier. Mais voilà, je pense que mes parents, dans mon cas, ont eu cette intelligence, ont eu cette bonne intelligence de vivre ensemble. Donc il n'y a pas eu de choc de culture? Il y a eu sur certains points peut-être, mais lesquels? Au moins un? Peut-être par moment la cuisine, peut-être. Mon père, il apprécie peut-être pas toujours tous les plats africains. Comme je l'ai dit, surtout le côté argent. Ouais, le fait d'envoyer souvent de l'argent, ça c'était quelque chose que mon père disait souvent à ma mère. Il lui disait, voilà, de toute façon, tu pourras toujours envoyer, ça ne sera jamais suffisant. On y va, parce que j'ai eu la chance aussi du côté de mon père comme de ma mère d'aller dans les deux pays. Donc on y va, et mon père, quand il y allait avec nous, il disait, tu vois, on a envoyé quand même de l'argent, et on est venu les trouver quand même au même endroit, dans les mêmes conditions, donc tout cela ne sert à rien au final. L'islam est la continuité des spiritualités précédentes. Continuité, non rupture. Continuité. Ok. Et c'est dans cette démarche qu'on observe actuellement une multitude de personnes avec des origines différentes qui embrassent cette religion. C'est parce qu'il y a cet élément d'universalisme qui est compris par certaines personnes. Je veux bien entendre que certaines personnes ne comprennent pas cet universalisme, et c'est la raison pour laquelle, et c'est l'unique raison pour laquelle on a ces carcans. On a ces carcans où on se dit, tu es noir, donc tu ne peux pas être musulman. Tu es blanc, tu dois avoir cette religion-là. Tu es jaune, tu dois avoir cette religion-là. Le fait de vouloir sectariser, ça révèle en fait une incompréhension de cette spiritualité universelle qui est l'islam. Et moi, je suis quelqu'un de très, on va dire, rationnel. À partir du moment où j'ai une information, que j'ai compris l'information, que je l'ai digérée, si je me reconnais là-dedans,
quelle que soit l'opposition qui va être en face de moi, mais moi, je suis en totale cohérence avec les informations que j'ai comprises et ma vie au quotidien et ma manière de mon rapport avec le divin. Et donc j'ai une question pour toi. Contrairement à Rismo, tu penses que le peuple noir peut renaître en étant musulman? Selon moi, ça serait délétère de penser le contraire pour nous, pour notre peuple. Ça serait quelque chose de nuisible parce que j'ai conscience de la réalité actuelle dans laquelle on vit. Dans le sens où les presque 8 milliards de personnes qui sont sur cette terre sont réparties dans des spiritualités différentes. Donc ça, c'est quelque chose de concret. On n'est pas dans le fanatisme, on n'est pas dans la théorie. C'est quelque chose qu'on vit actuellement. Et je sais pertinemment que les choses ne changeront pas. Je sais pertinemment par ma raison, par mon intellect, que jusqu'à la fin des temps, il y aura sur Terre une manifestation de différentes spiritualités. Il faut se méfier d'une visibilité qui peut être un cadre empoisonné. Et justement, la création d'institutions, c'est un garde-fou. Ça nous protège. Ça fait la distinction entre la vie privée et la vie publique. Et nous souffrons, au sein de la communauté, d'un nombre beaucoup trop faible d'institutions suffisamment fortes pour faire valoir nos combats, le panafricanisme, nos ambitions sur le terrain économique, sur le terrain social ou sur le terrain purement éducatif. Quand on a des institutions, en général, elles sont occidentales. Elles ont un pouvoir assez incroyable, notamment je pense à des ONG. Je pense à un mec comme Soros, pour ne pas le nommer. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'espace pour des institutions qui nous ressemblent. Après, il y a le frère Kémy Séba. On va saluer l'intéressé, lui rendre hommage, puisque avec Urgence panafricaniste, il faut un travail de terrain qu'il faut saluer. Quoi qu'on pense de lui, puisqu'il est très décrié et qu'il a pas mal de personnes qui le vomissent. Mais au-delà des guerres d'ego, je pense qu'il en faudrait beaucoup. Des institutions comme Urgence panafricaniste. Il faudrait davantage de création d'espaces où on interagit avec des objectifs précis, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur la santé, que ce soit sur l'éducatif, qu'on intervienne avec des projets sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, qu'on planifie. Qu'on ait un agenda. Qu'on ait un agenda, qu'on ait le souci de la longue durée et qu'on travaille en bonne intelligence avec les compétences des frères et des sœurs et qu'on sorte peu à peu du culte de la personne et qu'on sort peu à peu de cette volonté qu'ont tendance à avoir les Africains de chercher une figure tutélaire. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça parce que c'est pas comme ça qu'on se prend en main. C'est les peuples qui s'organisent. C'est la société civile qui se structure. Et il faut que les intellectuels, les hommes et les femmes qui ont le pouvoir financier, qui ont le pouvoir de la matière grise, structurent les espaces pour permettre justement au destin des peuples de se hisser. Je pense que le destin d'un peuple se hisse parce qu'on lui a donné l'espace nécessaire de façon à ce qu'il puisse éclore. Et nous manquons, et je le dis, de ressources institutionnelles favorables à ce genre d'émancipation. Comme je l'ai dit, aller en Espagne, il y avait des moments où j'avais des réflexions. J'avais aussi des réflexions, et j'en ai encore, des fois quand je pars en Afrique. Oui. Surtout qu'en Afrique, la femme métisse est très stéréotypée. Oui. Mais je vais refermer la parenthèse. Ah non, c'est-à-dire, rapidement, très stéréotypée. Très stéréotypée, femme vénale, femme facile, femme matérialiste, qui est faite que pour aller avec des hommes et aussi femme très prisée, qui ont de l'argent, voilà, qu'on met sur un piédestal, qui pour moi n'est pas du tout justifié. Donc en fait, on vous enferme dans une case quand vous êtes en Afrique. Et j'ai eu beaucoup de réflexions très blessantes. Très blessantes, d'accord. Très blessantes. Quand même, tu as vécu le métissage comme une richesse. Et justement, en tant que métisse, donc, est-ce que tu as constaté que tu es plus souvent victime de rejet et de discrimination que quelqu'un qui est noir ou quelqu'un qui est blanc? Puisque tu vas en Afrique, tu en es victime, tu vas en Espagne, tu en es victime, en France, tu en as été victime. Au final, tu es plus victime de discrimination et d'attaques raciales qu'un noir ou un blanc. Alors, j'aurais pas la prétention
de dire quand même que les métis sont plus victimes que les noirs de racisme, mais c'est vrai que... C'est une excellente question. En tant que... Oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'en tant que métisse, et je ne suis pas là pour faire mon Calimero, mais c'est vrai que j'ai reçu, pour ma part, des réflexions des deux côtés. Mais il y a eu un moment donné où j'ai fait fi de tout ça, et je me suis dit que c'était plutôt un enrichissement, que j'étais chez moi quand j'étais en Afrique, que j'étais chez moi aussi quand j'étais en Espagne, et aujourd'hui je suis très contente et je le vois comme ça. En fait, là, on revient en fait à peut-être cette rhétorique que certains Noirs aujourd'hui peuvent avoir, que pour être respectés dans le monde, il faut en fait qu'on devienne des Noirs juste en fait riches financièrement. Moi, je dirais en fait que pour être respecté en tant que peuple, il faut d'abord en fait qu'on respecte soi-même en tant qu'individu et en tant que population. Et le problème, c'est que ça passe en fait par des valeurs culturelles. Parce que quand je parlais par exemple aujourd'hui à un Chinois... Donc tu ne crois pas aux valeurs dites universelles, en gros? Universelles, je ne pense pas. Comme celle qu'il a évoquée. Il n'y a pas d'universalisme dans le monde. Peut-être qu'il y a... La loyauté, c'est certaines... Donc pour toi, la rigueur, c'est pas universel? Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Non, je pose une question. Je ne parle pas de ça. Alors que là, tu me parles d'autre chose. C'est-à-dire que moi, quand je te parle en fait de valeurs universelles, c'est-à-dire que quand tu vas voir chaque peuple dans ce monde, chaque peuple en fait a des attributs propres à lui-même. Si je vois des Chinois aujourd'hui... Pardon, je vais donner un exemple. Tu dis chaque peuple... Alors dans ce cas-là, c'est la notion de peuple qu'il faut bien voir. Chaque Oui, peuple a sûr. des attributs propres à lui. C'est une phrase importante. Oui, effectivement. Ouais. C'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce qui est propre aux Asiatiques? Déjà, qu'est-ce que tu appelles peuple? Quand tu dis asiatique, c'est quoi? C'est chinois, c'est japonais? Et ça, je viens de te dire. J'allais parler en fait du peuple chinois. Je te parle, si tu prends par exemple, le principe par exemple, de la population chinoise, il y a des valeurs en fait qui ont été exaltées en fait tout au travers de l'histoire de la culture chinoise. Par exemple, tu vas prendre ceux qui sont par exemple taoïstes. Il y a des principes en fait qui sont propres aux taoïstes que tu ne trouves pas peut-être chez les hindous ou non, du moins chez les. Ah, mais lesquels? Non, mais ça, je suis en train de te dire, c'est que chaque peuple en fait en vérité a des principes propres à lui-même, des valeurs en fait humaines, des valeurs spirituelles et des valeurs même de respectabilité en fait au niveau de la société. Parce que quand tu parles de spiritualité, le but en fait, c'est quoi en fait une spiritualité? C'est premièrement d'instaurer en fait une justice sociale et une cohésion de groupe. Est-ce que les spiritualités en fait qu'on est en train de nommer nous ont permis en fait d'avoir une justice sociale au travers de l'histoire au niveau en fait d'une population, que ce soit au niveau de l'islam ou même du christianisme? Est-ce que quand on parle en fait aujourd'hui, on sait que il y a des questions d'esclavage qui est faites vis-à-vis des Noirs? Est-ce que l'islam a pu par exemple faire cesser l'esclavage vis-à-vis de nos populations, en sachant qu'aujourd'hui il y a des populations noires qui sont encore esclaves dans certaines terres islamiques. Pourtant, des Noirs qui sont eux-mêmes musulmans. Il y a une dimension collective qu'il faut mettre en avant. Moi, je dirais les Black Panther Party, qui ont fait un travail remarquable en termes d'émancipation, avec leur programme en 10 points, qui était vraiment basé sur une autodéfense, une volonté de s'émanciper sur le terrain intellectuel, des petits déjeuners qui sont mis à disposition des enfants avant qu'ils aillent à l'école. Il y avait vraiment une dimension à la fois sécurité, sociale, éducation et bien-être. Parce qu'il y avait un travail de sensibilisation avec des ateliers, avec une dimension très conciliation, discussion avec les voisins, partage d'informations, volonté de permettre à tout individu, peu importe son âge, d'avoir accès au minimum, connaître ses droits, qu'est-ce qu'il doit faire quand il est contrôlé par la police, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Après, moi j'aime bien la NOI, la Nation of l'Islam, pour la discipline. C'est pour avoir vu à New York 2-3 frères que j'ai rencontrés là-bas, il y a une discipline, il y a une rigueur que j'aime beaucoup chez eux, et j'aime bien leur radicalité. Après, j'ai des désaccords sur 2-3 thèmes qui leur sont chers, mais on n'est pas là pour les évoquer, parce que je ne souscris pas à l'entièreté de leur discours, mais je reconnais une force de frappe, une discipline, une volonté d'excellence, et ça j'aime beaucoup chez eux. Troisième institution, je dirais l'ANC aussi, pour les raisons qui ont été évoquées par le professeur, parce qu'il y a eu un vrai travail sur la durée pour l'émancipation du peuple sud-africain. On a retenu Nelson Mandela, mais derrière il y avait énormément de personnes. À l'époque, déjà, il y avait Steve Biko qui passe un peu à la trappe, mais Steve Biko, avec conscience noire, avait déjà commencé à mettre les premières pierres qui allaient être les balbutiements et la chute de l'apartheid.
Donc il faut prendre en considération tout ça. Tu as déjà entendu, parce qu'on l'entend hein, souvent, la phrase, et je m'adresse à tout le monde, hein, mais là en l'occurrence à toi, selon laquelle les bébés métis seraient les plus beaux. Oui, souvent. D'accord. Je l'ai souvent entendu ça et c'est quelque chose qui me gêne énormément. Et c'est assez curieux parce que je pense que ça doit dépendre un peu des pays d'Afrique parce qu'on évoquait l'Afrique tout à l'heure, mais pour des personnes gabonaises par exemple, chez nous, il y a des personnes françaises qui sont nées là-bas sur place, donc on a toujours entre guillemets vu des personnes blanches et occidentales. Donc c'est pas quelque chose d'exceptionnel de se promener à Libreville et d'être blanc. On va pas plus vous regarder parce que vous êtes blanche ou métisse à Libreville. Et ça m'est arrivé par exemple en me promenant dans le 18e, en voulant là acheter des produits pour mes cheveux, de croiser une dame, je ne sais pas de quel pays elle venait, en parlant avec une dame, en disant sa fille s'est perdue dans les rues. Elle disait non mais c'est pas grave, on va la trouver, c'est une blanche. Enfin voilà, ces expressions là un petit peu qui ont tendance à vraiment surévaluer une enfant métisse comme si c'était vraiment l'enfant du soleil. Enfin voilà, il y a ce côté là un peu dans la communauté qui peut être Rihanna, l'enfant exactement, Beyoncé. l'enfant Beyoncé, ouais, tout à fait. Quand tu parles de ces musulmans qui sont très nombreux et qui ne sont pas arabes, ils sont musulmans par adhésion ou c'est la démographie qui les a rendus musulmans? Il y a plusieurs choses. Si par exemple je prends mon cas, et là je vais parler personnellement, moi je suis musulman, dans un premier temps par adhésion et par héritage de mes parents. Donc ce n'est pas quelque chose que j'ai... Donc d'abord héritage et ensuite adhésion. Voilà. C'est pas une démarche. C'est pas une démarche propre à moi. C'était à la maison, tout le monde était Voilà. musulman. Je n'ai pas... Exactement, je n'ai pas choisi mon prénom. Je n'ai pas choisi mon prénom. Je n'ai pas choisi ma religion quand j'avais pas encore l'âge de pouvoir avoir cette réflexion. Et donc, j'ai été musulman par mimétisme, on peut dire ça. Absolument. Une certaine période de Par ma habitude. vie. Par habitude, exactement. Et pourquoi je prends mon exemple? Parce qu'il est très révélateur. Lorsque j'ai eu l'âge de la réflexion, c'est-à-dire préadolescence, je me suis interrogé sur des questions existentielles. C'est-à-dire que aller à la mosquée le jour de la fête de l'Aïd, avec tous les musulmans, juste y aller parce que je dois y aller, mais sans comprendre vraiment pourquoi. Beaucoup des nôtres n'arrivent pas à expliquer les conditions dans lesquelles nous sommes parce qu'il y a des insuffisances dans le marxisme et dans la pensée de gauche qui expliquent les inégalités, les injustices, etc. Et donc lui, il a réussi précisément par une méthodologie de décolonisation du marxisme. Bon, certains diraient aujourd'hui décolonial, mais ça n'a rien à voir, à montrer en quoi précisément dans le panafricanisme et aussi dans l'histoire de l'Afrique, il y a des explications et des solutions à l'état dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Il a très clairement montré que pour comprendre pourquoi nous sommes aujourd'hui dans cette situation-là, nous devons étudier comment nous avons perdu nos indépendances. Parce que la problématique que nous avons, c'est que nous croyons que nous sommes devenus indépendants en 1960, alors qu'on a déjà été indépendants avant. Et donc la logique, c'est de comprendre comment nous avons perdu cette indépendance pour précisément démanteler l'indépendance factice dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Quand tu parles de ces musulmans qui sont très nombreux et qui ne sont pas arabes, ils sont musulmans par adhésion ou c'est la démographie qui les a rendus musulmans? Il y a plusieurs choses. Si par exemple je prends mon cas, et là je vais parler personnellement, moi je suis musulman, dans un premier temps par adhésion et par héritage de mes parents. Donc ce n'est pas quelque chose que j'ai... Donc d'abord héritage et ensuite adhésion. Voilà. C'est pas une démarche. C'est pas une démarche propre à moi. C'était à la maison, tout le monde était Voilà. musulman. Je n'ai pas... Exactement, je n'ai pas choisi mon prénom. Je n'ai pas choisi mon prénom. Je n'ai pas choisi ma religion quand j'avais pas encore l'âge de pouvoir avoir cette réflexion. Et donc, j'ai été musulman par mimétisme, on peut dire ça. Absolument. Une certaine période de Par ma habitude. vie. Par habitude, exactement. Et pourquoi je prends mon exemple? Parce qu'il est très révélateur. Lorsque j'ai eu l'âge de la réflexion, c'est-à-dire préadolescence, je me suis interrogé sur des questions existentielles. C'est-à-dire que aller à la mosquée le jour de la fête de l'Aïd, avec tous les musulmans, juste y aller parce que je dois y aller, mais sans comprendre vraiment pourquoi. Il y a forcément un aspect de sacrifice derrière le héros. Nécessairement. Parce que sinon, n'importe qui pourrait être héros, et je pense que c'est pas le cas. Il faut une dose d'humilité, une dose de renoncement. Tu renonces au confort, tu renonces à la vie de luxe, tu renonces à beaucoup d'avantages matériels, parce que la cause que tu défends, elle est beaucoup plus forte que ta petite personne, tu vois. C'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Il faut une force mentale assez époustouflante, qui est pas donnée à tout le monde.
Mais je pense qu'on a des femmes et des hommes dans notre communauté qui pourraient être des héros ou des héroïnes si elles acceptaient de renoncer au confort. C'est la condition pour accéder au statut de héros. Il faut renoncer au confort. Il faut dormir avec l'inconfort. Il faut dormir avec l'angoisse. Il faut dormir avec le stress. Il faut dormir avec les incertitudes. Il faut renoncer à une vie rangée. Et je le dis parce que je sais que certains sont dans des prisons dorées et qu'ils hésitent à en sortir. Un confort inconfortable. Sortez de vos prisons dorées. Dans le cadre de l'élite, ce sont des personnes qui déjà, avant même de ne pas vouloir se mélanger avec des gens de couleurs différentes, j'allais dire de race, mais il n'y a qu'une seule race, il y a la race humaine, ils ne veulent même pas déjà se mélanger avec des personnes qui sont socialement inférieures à eux. Donc déjà, je pense que déjà on en est là. Quand on voit par exemple le prince Charles, c'est un exemple parlant. Il aimait une autre femme. Bon, il a assumé que des années et des années après la mort de Diana. Je pense que c'est quelqu'un. Ils étaient issus de la même classe sociale. Hein, oui, ils étaient issus de la même classe sociale, mais on lui a quand même imposé quelqu'un qu'il ne voulait pas. Enfin, ou du moins, je ne sais pas s'il la voulait pas, mais en tout cas, ça l'a pas empêché des années plus tard d'aller récupérer son amour de jeunesse, de toujours. Donc, est-ce que le métissage, c'est pas la solution qu'on sert aujourd'hui aux pauvres? Moi, je pense pas. Non, enfin, personnellement, moi, je pense pas que ça soit une solution. Je dirais qu'on... Attends, si juste peux terminer mon propos. Excuse-moi, je pense pas que ça soit une solution. Comme il l'a dit, et c'est très juste. C'est d'abord la rencontre de deux personnes qui ont cette volonté. Moi, en tant que métisse, ça m'horripile d'entendre des personnes qui disent « Oh, j'adore les enfants métis, j'en veux absolument ». C'est-à-dire que vous avez l'impression, parce que moi sincèrement, j'ai l'impression qu'on est dans un phénomène de mode. Ouais. Et qu'aujourd'hui, c'est in, c'est hype, c'est sympa d'être avec quelqu'un d'une couleur différente, surtout entre blanc et noir, sans tenir compte que si tu te mets en couple avec une personne d'origine africaine, par exemple, il y a toute sa culture qu'il faudra prendre en compte, avec les bons côtés comme les mauvais côtés. Et j'ai l'impression que certaines personnes ne veulent juste être en couple parce qu'ils aiment la couleur de peau noire, par exemple, ça leur plaît, ils ont le droit, hein, très bien. Mais il faut prendre en compte tout ce qui va avec et les souffrances qui vont en découler pour les enfants derrière si on ne fait pas les choses. Voilà, vous ne pouvez pas être en couple avec quelqu'un et dire « Ah oui, mais non, mais oui, je suis en couple avec un Malien ou un Sénégalais, mais je ne veux pas que mes enfants aient là-bas, hein, parce que je trouve que c'est pas... voilà, j'ai dans mon entourage des amis, pour un peu étayer mon propos, alors après, je vais peut-être choquer, hein, tant pis, qui sont en couple avec des personnes qui les ont menacés de ne pas faire circoncire leurs enfants, par exemple. Vous avez des garçons. D'accord. Parce que chez eux, c'est considéré comme de la mutilation. Mutilation, d'accord. Vous imaginez bien derrière les histoires que ça a fait. Forcément. Quand on sait à quel point la circoncision est importante chez nous, quand même. Et qui pourtant savaient très bien qu'elles sont en couple avec des hommes qui sont circoncis. Vous voyez, enfin, voilà. Donc c'est ça, il faut, quand on se met en couple avec quelqu'un, que ce soit un Africain ou quelqu'un d'ailleurs, il y a tout l'aspect culturel, familial qu'il faut prendre en compte. Il faut être prêt. C'est pas un phénomène de mode. C'est pas juste j'aime cette couleur ou j'aime cette culture donc j'y vais. Okay. C'est je prends tout en compte. Je prends le full package et il faut vraiment se questionner si on est prêt ou pas. Et toi, tu te sens plus proche d'un Palestinien musulman ou d'un Congolais chrétien? Moi, je me sens proche de l'être humain qui est juste. Je répète ma question. Qui est juste dans son comportement. Alors, j'ai pas été très clair. Okay. Tu es chez toi, tu allumes la télévision. D'accord. Tu vois un Palestinien subir ce qu'il subit. Tu changes de chaîne, tu vois un Congolais subir ce qu'il subit. Pour moi, il n'y a aucune différence. Non, si l'un et l'autre, il y a des appels au don pour envoyer de l'argent. Tu envoies de l'argent à qui? S'il te reste 50 €. Aux deux. Tu envoies aux deux? Aux deux parce que les deux subissent une injustice. C'est-à-dire que je sens ce qu'il y a d'implicite dans la question, mais c'est une question importante parce qu'il faut être franc aussi avec ça. C'est-à-dire que, et ça, c'est le combat aussi que je pense que mon frère aussi, qui lui tient à cœur aussi, le fait d'être en accord avec qui on est et dans quoi on met notre argent, qu'est-ce qu'on investit. Pourquoi cette question? Et je vais aller dans le sens de ce que dit Herman, c'est que pendant des années, on a reproché à des Noirs musulmans de davantage se soucier de ce qui se passe en Palestine et de ne pas parler du génocide qui se passe à l'est du Congo et notamment des conflits avec le Rwanda. Et on avait le sentiment que les Noirs musulmans s'intéressaient davantage à ce qui se passe au Moyen-Orient et pas du tout sur ce qui se passe sur le continent.
Et c'est pour ça qu'on dit souvent, on a l'impression qu'ils sont davantage pro-arabes que pro-noirs. Mohamed Ali, c'est un héros. Mais pourquoi c'est un héros? Lui, il est sorti du cadre sportif. Parce que le mec, il dit, rentrer dans le cadre politique. Vous voulez que j'aille faire la guerre au Vietnam, alors que eux, ils m'ont jamais traité de sale nègre. Par contre, vous, votre institution ne respecte pas ce que je suis et me traite de sale macaque. Donc, je n'irai pas verser mon sang pour vous. Hop, on te retire ta ceinture, on te retire tes avantages, tu te retrouves à faire la plonge dans un restaurant parce que tu galères. Là, tu es un héros. Parce que tu mets en péril ta carrière, ta vie de famille, pour une cause qui te dépasse. Mais les autres, ils ont mis quoi en péril, les autres? D'ailleurs, à ce sujet, Mohamed Ali, selon vous, il est devenu héroïque au moment où il a claqué la porte, il a tourné le dos aux institutions américaines, ou alors au moment où, à Kinshasa, il a fait tomber le colosse George Foreman. Il est devenu champion. Au moment où il dit non aux États-Unis d'Amérique. Il dit non, je n'irai pas verser mon sang pour votre cause. Votre cause n'est pas la mienne. C'est-à-dire qu'il ose tenir tête à l'oncle Sam. Là, il devient un héros. Parce que les gens se disent, c'est possible. C'est possible que nous ne servons pas de petits nègres. Voilà. Il ne fait plus le tirailleur, il n'y va pas. Là, c'est un bonhomme. Après, quand il va à Kinshasa, il récupère la stature de l'homme noir, de l'homme africain. Parce qu'il redonne le beau. Quand il arrive à Kinshasa, il est là, il apprend des mots en lingala, il veut valoriser son histoire, il parle avec la population, il fait ses entraînements avec les gens, il s'intéresse un peu à l'histoire locale, il veut redonner la dimension de l'homme noir, de l'homme beau, de l'homme fort. Donc il est dans une reconquête de son histoire, de ce qu'il est. Mais la dimension héroïque, c'est quand tu dis non au drapeau américain. J'y vais pas. Prenez-moi tout ce que vous voulez. Mon âme, mon histoire l'emporte sur le matériel. Là, t'es un héros. Et dans 200 ans, on parlera encore de lui. J'avais une question pour Rismo. D'accord. Rismo, est-ce que tu penses, aujourd'hui, en 2022, qu'on peut réussir, dans une démarche panafricaine, à nous réunir, musulmans, kémites, chrétiens, animistes, spiritualistes, sans religion, sans spiritualité, mais noirs, à nous réunir dans un but de rendre notre communauté excellente? Est-ce qu'on peut réussir à dépasser tout ça? Après, tout ça dépend en fait de l'intelligence des individus. Tout à l'heure, il a dit quelque chose qui était important, c'est que il revient en fait à chacun d'entre nous, en fait, en vérité, de faire ce travail-là. Maintenant, ceux qui ont l'intelligence de pouvoir le faire, peuvent le faire. Et ceux qui ont les capacités aussi intellectuelles, mentales, de le faire. Mais maintenant, ça, c'est un combat personnel. Je pense qu'on va dire, ça, c'est quelque chose qui a trait à chacun d'entre nous, en fait, de faire ce travail-là sur soi-même pour pouvoir, en fait, tirer le meilleur de nous-mêmes. Donc tu penses que c'est possible? Je pense que c'est possible, mais pour les personnes, en fait, qui sont les plus avancées intellectuellement et mentalement parlant. Donc c'est pas quelque chose, en fait, qui est donné à tout le monde. En fait, aujourd'hui, le système scolaire en Afrique, après il y a quelques exceptions, parce qu'il faut qu'on nuance, le système scolaire en Afrique enseigne à l'homme noir comment être un blanc. C'est pour ça que je parlais des... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, le système scolaire nous enseigne comment être des blancs, alors que nous ne sommes pas des blancs, nous ne serons jamais des blancs. Donc il faut reconstruire un système scolaire qui valorise notre africanité, sans pour autant être en confrontation avec l'Occident. Oui, dans un universel, on est d'accord. On est dans un universel, mais nous avons notre propre paradigme. Notre rapport à la danse, notre rapport aux femmes, notre rapport au temps, notre rapport à la spiritualité. Nous avons notre propre agenda culturel. Et nous devons l'imposer au sein des institutions scolaires, pour que les gamins grandissent avec nos us et coutumes. Scolaire en France, par exemple? Non, non, pas en France. D'accord. Non. Vraiment en Afrique? En Afrique. Moi, je ne parle pas de la France. Je parle de l'Afrique. C'est pas normal que sur le continent africain, on ait un programme scolaire qui soit calqué sur celui de la France. C'est inadmissible, c'est honteux. Ce que je veux dire, c'est que dans nos cultures, on peut justement remarquer qu'il y a au sein d'un même pays des cultures différentes, avec des traditions différentes, des arts de vivre différents, des sensibilités émotionnelles différentes. Et les complexes de supériorité, d'infériorité. Des systèmes de valeurs qui sont différents et parfois des apparences qui sont différentes. Donc là, je viens de vous énumérer les 5 critères de l'interculturel. Donc à partir de ce moment-là, vous comprenez bien que lorsqu'on décide de faire couple, si c'est pour de l'exotisme ou de la jouissance, si j'aime une femme qui est sénégalaise pour son morphotype, on va s'arranger, je peux passer sur le mafé, le yassa, si je n'aime pas trop. Mais s'il s'agit maintenant de faire couple, de faire famille, là, ça devient une rencontre, une relation entre personnes
entre deux personnes qui devient une relation entre deux familles, une relation entre deux clans. L'objectif, il est simple. Et je pose les mots suivants. Est-ce qu'il est possible à des musulmans, à des chrétiens, à des juifs, je passe une distinction à mon frère Shalom, à des juifs, à des chrétiens, à des musulmans, à des non-musulmans, à des kémites, de s'attabler autour d'un projet qui est la renaissance par l'excellence de la communauté noire, indépendamment de la spiritualité? Est-ce qu'on est capable de ça? Attends, je vais répondre. Pour moi, quand tu parles en fait de l'excellence à travers l'excellence du peuple noir, l'excellence, en fait, ça dépend en fait comment est-ce qu'on l'aperçoit. Est-ce que pour nous, en fait, l'excellence, comme tout à l'heure on le disait, est-ce que c'est juste en fait être fort matériellement? Est-ce que c'est de faire renaître nos cultures? Parce que ces questions-là, en fait, doivent aussi en fait, chacun dans son rôle. Paraître dans un restaurateur veut être excellent dans sa restauration. Si on va en fait dans l'optique en fait juste en fait d'être fort financièrement, dans ces conditions, oui, on peut tous s'associer. Si on part dans l'optique en fait, on veut faire renaître, par exemple, nos langues aujourd'hui. Les langues africaines ne sont pas en fait représentées. Ça sera la responsabilité des linguistes. En tant qu'Africains, on considère en fait nos langues en fait comme des patois. C'est une manière en fait aussi d'un côté de dénigrer en fait ce à quoi on appartient. C'est fait que à un moment donné, quand tu voudras en fait revendiquer ou du moins revaloriser ce que tu es, la question qui est liée à savoir en fait la valorisation en fait de vos personnages historiques restera. Quand dans une optique on te dit par exemple dans une religion ou dans une autre que le meilleur homme vient de telle contrée, ça me posera aussi un problème selon nous, parce que moi je voudrais en fait que mes enfants grandissent avec des effigies qui leur ressemblent. Au nom de toute l'équipe des Funérailles du Tabou, je vous remercie d'avoir suivi attentivement cet épisode en espérant qu'il aura mis du grain à moudre au moulin de votre réflexion. Comme vous le savez, notre communauté fait face à un certain nombre de défis, aux allures de déficit. Nous pâtissons, ayons le courage de le dire, d'un déficit entrepreneurial. Nous sommes plus des consommateurs que des acteurs économiques. Où sont nos entreprises dignes de ce nom? On se rend à Château Rouge, à Château d'Eau, on s'aperçoit que les magasins qui vendent nos produits ne sont pas vendus par nous-mêmes, mais par d'autres. Et s'agissant du terrain organisationnel, c'est un secret de polichinelle. Nous ne sommes pas encore au rendez-vous de l'excellence en la matière. Ou même encore, déficit d'ordre culturel. Où sont nos journalistes, nos historiens de nouvelle génération qui peuvent transmettre le sens de la dignité aux prochaines générations? Qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Ça donne une communauté parfois enchaînée ad vitam aeternam au HLM, à l'assistanat. Pire, psychologiquement enfoncée dans une forme de victimisation. Et il se trouve, et Dieu merci, que notre communauté regorge de personnalités ici ou là qui ont une expertise à faire valoir et à mettre au service des nôtres afin de tordre ce déficit et d'engager cette renaissance par l'excellence. Si vous voulez être des acteurs du changement, de votre vie, quand on sait que ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union. Si vous voulez être fort, eh bien, nous avons concocté des vidéos. Mais ce ne sont pas des vidéos de divertissement, ce sont des vidéos qui vous donneront des clés pour vous permettre de faire face à ces défis. Des clés sur le terrain entrepreneurial. Comment réussir à tenir le coup et à avancer avec succès sur ce terrain-là. Des clés sur le terrain culturel. Comment réussir à maîtriser votre logos, à bien vous exprimer, à mettre en avant sur des terrains intellectuels. Des clés d'ordre organisationnel. Comment parvenir à être structuré efficacement et à répondre aux défis que cela impose. Eh bien, c'est simple. Il vous suffit de cliquer dans la barre de description où vous y attendent des vidéos 100% gratuites. Mais gardez bien en tête que gratuité ne rime pas avec médiocrité. Bien au contraire. Mais la vraie question que vous devez vous poser, c'est: êtes-vous prêt à devenir les acteurs de votre destin et non plus simplement les spectateurs? Je vous laisse la réponse.